Le premier pas, le plus important, c'est de faire l'analyse de la situation et de la comprendre véritablement, et donc de comprendre que le fait que la moitié du territoire israélien soit sous le feu des missiles de l'ennemi, c'est une situation qui n'est pas tolérable. Et ça devrait être ça la priorité de n'importe quel gouvernement israélien, c'est de mettre fin à cette situation par tous les moyens possibles. Au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème au lendemain du dernier affrontement avec le djihad islamique de Gaza, la question qu'on va aborder avec notre invité, comment Israël pourrait renforcer sa sécurité face à Gaza. Pour en parler aujourd'hui avec nous dans le studio, Pierre Lursa. Pierre, vous êtes à la fois juriste, avocat, vous êtes essayiste et traducteur, et vous avez publié ces dernières années une dizaine d'ouvrages, dont le dernier en date, qui est tout récent, s'intitule « Quelle démocratie pour Israël ?» avec comme sous-titre « Gouvernement du peuple ou gouvernement des juges ». Un sujet qu'on abordera sans doute dans l'un de nos prochains magazines, mais pour aujourd'hui, je vous demanderai avec moi de plancher sur cette question de Gaza qui est extrêmement brûlante, avec une première question. Dans vos récentes analyses sur ce dernier round d'affrontement entre Israël et le djihad islamique, qui a tiré d'ailleurs, il faut le rappeler, plus de 1500 roquettes et missiles sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza, vous dénoncez 3 erreurs commises par la plupart des dirigeants israéliens face à Gaza, et pas seulement le gouvernement d'aujourd'hui. Alors, dites-nous quelles sont ces 3 erreurs. Je commencerai par la plus ancienne. Évidemment, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence d'une décision fâcheuse et catastrophique, on pourrait dire. C'était celle de se retirer de Gaza, de la bande de Gaza, prise par le gouvernement d'Ariel Sharon en 2005. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont les conséquences directes du retrait de Gaza. Alors, à l'époque, on nous avait promis un jardin de roses. On nous avait promis... Ariel Sharon avait écrit dans la lettre aux députés du Likoud, qui n'était pas très enclin à le soutenir, que d'abord que Gaza deviendrait une enclave désarmée ou démilitarisée, et que si jamais les Gazaouis se prenaient à nous tirer dessus, eh bien, on leur rentrerait dedans avec tous les moyens que Sharon, évidemment, savait utiliser quand il fallait. Sauf que, évidemment, c'est le contraire qui s'est produit. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons amené le Hamas et donc l'Iran à nos portes au sud du pays, de même que nous avons amené le Hezbollah au nord du pays. Donc, il y a un problème dans la stratégie d'Israël. Moi, je suis comme vous, j'aimerais bien croire à tous les boniments qu'on entend sur les médias, qu'on est la première armée du monde, la plus forte, que le peuple juif est le plus intelligent. Vous savez ce que Jabotinsky disait de l'intelligence juive. Il disait c'est très beau l'intelligence juive, mais parfois il nous faudrait un petit peu la cervelle du goy, le Goycherkopf, parce que le juif il est tellement intelligent que parfois il trouve des solutions qui sont tout à fait abracadabrantes. Sophistiquées et inadaptées. Oui, quand on vous crache dessus, vous n'ouvrez pas un parapluie. Eh bien, quand on nous tire des missiles, nous on a créé un parapluie. Donc finalement, toutes les prouesses technologiques, je dirais qu'elles masquent une grande indigence et surtout une grande régression sur le plan stratégique qui consiste dans le fait que finalement, Tsahal, l'armée que nous chérissons et que nous admirons, a renoncé à tous les grands principes stratégiques qu'elle avait élaborés dans les premières décennies de l'État d'Israël, à savoir porter la guerre sur le territoire de l'ennemi, protéger, sanctuariser la population civile. Tous ces principes-là ont été battus en brèche. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'arrière qui est devenu le front, les civils qui sont les premières victimes. On protège la vie de nos soldats grâce à Dieu, mais en même temps, on ne protège pas celle de nos civils. On protège la vie des civils de l'ennemi au détriment de celle de nos propres civils. Tout ça, c'est une immense régression stratégique. Mais lui-même, Sharon avait... lui qui a décidé de ce retrait pour différentes raisons, on ne va pas les analyser maintenant, mais en tout cas avait tout de même écrit dans ses mémoires quelque chose d'assez étonnant. Ça m'avait donné lieu de publier dans Israël Magazine une lettre ouverte au Premier ministre Sharon à l'époque, en citant ses propres propos, et dans ses mémoires, c'est un livre traduit en français, il explique à la fin du livre qu'est-ce qui va se passer si Israël se retire de Gaza. Et en fait, il annonce qu'Israël ne pourra pas riposter, qu'il y aura une impasse, etc. Et c'était à l'époque, il a écrit ça, au début des années 90, pour montrer qu'il fallait rester à Gaza. Et le même homme d'État réalise un retrait de Gaza. Et ce qu'il a écrit, c'est réalisé. Il y a une espèce de surprise à voir cela. Oui, on ne va pas revenir sur le cas d'Ariel Sharon, mais
d'autant que c'est pas lui qui est personnellement en cause. Enfin, c'est lui, mais c'est au-delà de ça. Un certain establishment politique israélien. Oui, il y a une conception qui est partagée par beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça le problème, à mon avis, ce que je considère comme la grande erreur stratégique et militaire d'Israël face à Gaza, c'est le fait qu'on n'a pas tiré les leçons. Et vous savez ce que disait Einstein, que quand celui qui refait la même chose en attendant un résultat différent, eh bien, il a un problème. Et nous avons ce problème-là face à Gaza. Nous pensons toujours que les choses vont changer, alors qu'elles ne peuvent pas changer. Et au-delà de ça, il y a une erreur que je considère comme une erreur morale et psychologique face à un ennemi, face à des groupements islamistes, c'est de raisonner toujours comme s'ils partageaient nos valeurs. Et ce qu'on a vu dans les deux derniers rounds d'affrontement, dans celui de la semaine dernière et dans le précédent, sous le précédent gouvernement, c'est finalement Israël qui a un cessez-le-feu tacite avec le Hamas et qui se bat uniquement contre le djihad islamique, ce qui en fait, bon, on pourrait considérer que c'est de bonne guerre, que c'est diviser l'ennemi pour mieux régner, sauf que en fait, c'est pas nous qui régnons, c'est le Hamas qui règne à Gaza. Et qui dicte l'emploi du temps, qui dicte l'agenda. Qui dicte l'agenda. Et finalement, ce qui s'est passé au cours des dernières années, je l'avais déjà écrit il y a plus de 6 ans, donc bien avant les derniers affrontements, c'est la Pax Islamica qui est instaurée à Gaza et que Israël a accepté. C'est-à-dire qu'on accepte d'acheter une espèce de trêve très provisoire, ce qui s'appelle une houdna dans le langage islamique, en fournissant Gaza en matériel, en équipement, en médicaments, en toutes sortes de choses, y compris d'ailleurs en des équipements qui peuvent être ensuite retournés contre nous, par exemple du ciment, toutes sortes de choses. Mais finalement, Israël a accepté les conditions du Hamas, qui sont les conditions de la trêve islamique. Donc on se conduit comme un dhimmi. On utilise leurs mots d'ailleurs, c'est très, très symptomatique au niveau sémantique. On utilise la tadia, des mots de l'arabe pour définir la situation. C'est-à-dire on est rentré dans leur argumentation d'une certaine manière. Oui, peut-être que si on l'utilisait à bon escient, c'est-à-dire si on avait compris de quoi il s'agissait, ça serait plutôt un signe positif. Mais dans la plupart des cas, non, moi je crois qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. On ne comprend pas ce que c'est qu'une houdna. On n'a toujours pas compris, nous qui vivons au cœur du Moyen-Orient, comme le dit votre émission, eh bien on croit toujours qu'on est au cœur de l'Europe et qu'on se bat contre des Suisses ou contre des Allemands. Alors justement, autre question qui va dans l'une des erreurs que vous dénoncez, dans le sens de cette erreur, n'est-il pas paradoxal aujourd'hui, ces derniers jours, ces dernières heures, de voir certains experts, d'ailleurs la plupart des experts politico-militaires israéliens, parler, je cite, de victoire tactique d'Israël lors de ce dernier round, donc face au djihad islamique, alors que ce petit groupe de terroristes qui ne représente que quelques milliers de miliciens armés, financés et formés par l'Iran des mollahs, a pu tenir en joue pendant 6 jours l'État d'Israël, qu'il faut le rappeler, quand même une puissance nucléaire avec des moyens. Il y a là un déséquilibre désarmant. Oui, il y a un déséquilibre. Il y a évidemment, c'est une guerre asymétrique, bien entendu, mais effectivement, considérer que c'est une victoire, ça veut dire quelque part être dans ce que j'appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que nous sommes toujours tentés de faire l'éloge de nos soldats, évidemment, de notre armée, de notre puissance technologique. Et du coup, on oublie le plus important, c'est-à-dire effectivement le fait que cette petite milice bien entraînée arrive à tenir en échec notre armée et notre puissance, et que finalement... Et à mettre en joue l'État d'Israël, puisqu'il y a des centaines de milliers de gens qui étaient dans les abris, qui ont modifié leur emploi du temps, c'est-à-dire c'est pas simplement armée contre milice, c'est une milice qui terrorise une partie de la population civile. Absolument. Je crois que c'est peut-être le point capital qu'on a aussi tendance à oublier, c'est le fait que toute une population est prise en otage, est terrorisée. Et finalement, je dirais que la muraille qu'on a construite autour de Gaza et le dôme d'acier qui en fait partie, eh bien, comme l'ont dit d'ailleurs plusieurs observateurs, c'est pas moi qui l'invente, protège beaucoup plus le Hamas et la population de Gaza qu'il protège la population israélienne. En ce sens qu'il nous empêche de mener des incursions terrestres comme on le faisait autrefois. Et donc, quelque part, il protège la population de Gaza qui, bon, évidemment, subit les foudres de notre aviation de temps en temps, mais notre aviation, on le sait, prend soin d'épargner les civils. Des frappes chirurgicales. Absolument. Nous avons une armée qui mène des frappes chirurgicales, alors que notre ennemi, lui, ne mène aucune frappe chirurgicale, mais envoie des missiles indistinctement sur notre population civile. Et effectivement, la moitié de la population d'Israël, aujourd'hui, est sous le feu des missiles du Hamas. Et même s'il n'y a pas beaucoup de victimes, grâce à Dieu et grâce au système de protection, que je ne dénigre pas entièrement, bien entendu, eh bien, c'est
c'est quand même une immense régression sur le plan stratégique. Et si on avait dit un jour à David Ben Gurion ou à Moshe Dayan que dans 50 ans ou dans 60 ans, la moitié des habitants d'Israël seraient soumis à des missiles tirés par non pas une armée, comme à l'époque on avait des armées très puissantes contre nous, comme celle de l'Égypte, qui est en train de réinvestir le Sinaï, je ne sais pas si c'est le sujet de notre émission, mais je crois que David Ben Gurion ou Moshe Dayan auraient vraiment cru faire un cauchemar. Alors justement, l'une de ces erreurs que vous dénoncez, ces 3 erreurs, vous venez d'en parler, c'est ce que vous appelez la dissonance cognitive, c'est-à-dire un déni des réalités. Plus la réalité vous donne tort, c'est ça, quelqu'un qui est sujet à la dissonance cognitive, plus il s'enferre dans sa croyance et il va la tête contre le mur. C'est-à-dire il dénie la réalité qui hurle pourtant devant lui. Alors, dans ce registre, vous le disiez dans une de vos analyses, entendre des chroniqueurs parler de retour à la normale ces derniers jours, pas si normal que ça, puisque alors qu'on était déjà depuis 24 heures dans ce cessez-le-feu, entre guillemets, il y a eu un ou plusieurs missiles qui ont été tirés sur Israël. Qu'est-ce que c'est ce déni de réalité et comment vous l'expliquez ça, d'où ça vient que quand même et le problème aussi c'est que ça traverse tous les camps politiques. Absolument. C'est pas quelque chose qui est propre à la droite ou au centre ou à la gauche, c'est quelque chose un phénomène sociologique, psychosociologique. Absolument, c'est effectivement je partage bien votre avis, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est tout à fait troublant, c'est cette espèce d'unanimité, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir n'importe quel poste de radio et on a la même analyse en gros, c'est-à-dire que bon, ce dernier round c'est bien terminé pour Israël, qui a éliminé les chefs du djihad. Et finalement, personne ne rappelle des vérités. Personne ne dit que le roi est nu. Le roi est nu parce que la moitié d'Israël subit des missiles, parce qu'une petite milice nous tient sous le feu de ces missiles et que nous ne faisons rien pour l'empêcher. Et je dirais que peut-être une des causes, une des racines, elles sont multiples de cette dissonance cognitive, c'est le fait que Israël finalement refuse l'idée qu'on est toujours en guerre contre des ennemis, qu'il y a des ennemis qui veulent nous détruire. C'est peut-être ça, finalement, la vérité première qu'on essaye d'oublier, pour des raisons assez évidentes. On préfère croire qu'on a affaire juste à quelque chose, quelques piqûres de moustiques, et donc on a développé ce parapluie très intelligent qui empêche de passer 98% des moustiques et qui en laisse passer 2%. Et finalement, donc, on nie effectivement cette réalité tellement criante, pourtant qu'on a des ennemis à nos portes. L'Iran, il est lointain. L'Iran, c'est un petit peu une abstraction. L'Iran dont Netanyahou parle très, 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 très souvent depuis de nombreuses années, mais le Hamas, le djihad et le Hezbollah, eux, ils sont à nos portes et ils nous font vivre en fait un enfer. Et ce sont les bras avancés de l'Iran, puisque le djihad est directement financé, comme le Hezbollah, et entraîné au plan logistique, y compris de la fourniture d'armement par Téhéran. Oui, bien sûr, ce sont les bras avancés de l'Iran, encore plus pour le djihad, qui est une émanation directe de l'idéologie islamique iranienne que le Hamas qui lui est... C'est paradoxal parce que le djihad, c'est un mouvement sunnite, alors que les Iraniens sont chiites. Mais oui, mais comme vous le savez... C'est la dialectique de l'ennemi principal et l'ennemi secondaire qu'on trouvait chez les staliniens à l'époque. Oui, peut-être, mais de toute façon, c'est cette dichotomie entre islam sunnite et chiite vis-à-vis d'Israël, elle n'a pas beaucoup elle n'est pas très pertinente pour analyser la situation des ennemis d'Israël. Et de ce point de vue-là, moi je dirais que le fait de considérer que tous ce sont les bras avancés de l'Iran qui nous attaquent, parfois aussi, ça risque aussi de nous faire oublier que finalement, malgré tout, l'Iran, lui aussi, il a beau jeu. On peut l'attaquer sur son territoire. Il y a une espèce là aussi, de dissonance, en tout cas je dirais oui, entre l'extrême audacité d'Israël qui mène des opérations, comme on le sait, sur le territoire iranien, et puis l'extrême timidité, au contraire, pour ne pas dire plus, d'Israël face à ses ennemis les plus proches, qui sont, eux, protégés derrière les frontières que nous avons, les barrières que nous avons construites autour de Gaza. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'Israël devrait faire? Parce que finalement, il faut d'abord prendre conscience de ces 3 erreurs, parce qu'il faut faire un bilan perspective, ou tout du moins un diagnostic de ce qui ne marche pas, puisque au lendemain de ce énième round à Gaza, tout le monde est conscient que la suspension des tirs et ce qu'on appelle à tort cessez-le-feu est très précaire, et on a déjà commencé le compte à rebours du prochain round. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faire un diagnostic, c'est bien, mais ça va prendre du temps. Quel est le remède finalement? Mais finalement, je crois que les deux questions sont liées, c'est-à-dire qu'on peut pas trouver le remède tant qu'on n'a pas fait le diagnostic. Et c'est peut-être le problème crucial d'Israël aujourd'hui, c'est que depuis les 2 erreurs stratégiques qui sont celles des accords d'Oslo et celles des engagements de Gaza, dont nous payons le prix de ces 2 erreurs jusqu'à aujourd'hui, eh bien,
nulle part le bilan n'a été tiré. Après la guerre de Kippour, il y a eu la commission, il y a eu une commission d'enquête, la commission Agranat. Après la guerre du Liban, il y a eu la commission Kahan dans un registre différent. Mais après les accords d'Oslo, il n'y a jamais eu de commission d'enquête et pas non plus après le retrait de Gaza. Et donc, effectivement, ces erreurs, non seulement nous continuons d'en payer le prix, mais nous n'avons pas encore assumer ces erreurs. Et c'est un gouvernement de droite, un gouvernement Yamin malé, comme on dit, il devrait être le premier à mettre ça à l'ordre du jour et à dire il faut faire un examen de conscience nationale. Alors, est-ce que cette crise du leadership, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, leadership politique, mais aussi l'establishment de la défense, puisque tout le monde, d'une certaine manière, est rentré dans les mêmes catégories de pensée, d'analyse, de ces conceptions, comme on dit en hébreu, de ces idées fixes indéboulonnables, est-ce qu'elle ne se focalise pas mal autour de la personnalité même du Premier ministre actuel, dont je rappelle tout de même que d'un côté, lors d'un des rounds d'il y a quelques années, pas l'avant-dernier, mais je crois que c'était en 2012, l'opération de 2012, qui était quand même longue et massive, durait plusieurs semaines, il avait eu cette phrase extraordinaire qui pourrait nous faire penser qu'il avait bien compris la situation. Il avait dit la différence entre Israël et le Hamas, c'est que le Hamas se sert de ses armes pour attaquer des civils, alors que nous nous servons de nos armes en faisant attention aux civils. C'est-à-dire, en fait, il avait même mieux dit, le Hamas fait des guerres pour protéger ses armes et ses roquettes, alors que nous faisons des guerres pour protéger nos civils. Alors d'un côté, on a un Netanyahou qui a quelquefois à la bouche des formules assez exactes, et d'un autre côté, pour rappeler à nos auditeurs, ceux qui peut-être l'ont oublié, Netanyahou, il a voté pour le désengagement de Gaza à l'époque de Sharon. Oui, alors, effectivement, il y a sans doute un problème. On ne peut pas dire que Netanyahou est totalement étranger à cette conception, puisqu'après tout, il est au pouvoir depuis longtemps, bien entendu. Il en participe, et il y a sûrement des raisons personnelles, il y a sûrement des raisons familiales dans son histoire qui font qu'il est d'ailleurs un des premiers ministres israéliens qui a été le plus... Je crois que c'est un journaliste de Haaretz qui l'avait écrit, c'est peut-être Gideon Levy qui avait dit « Netanyahou, c'est celui qui fait le plus attention à la vie de nos soldats ». Il y a des raisons à ça, personnelles, effectivement, mais... Le traumatisme vécu au moment le traumatisme du frère endeuillé, de la famille endeuillée, bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a quand même... C'est un petit peu trop facile de lui faire porter le chapeau, alors que finalement, il y a cette unanimité troublante et le fait que tous les gouvernements se comportent exactement de la même façon face à Gaza, ce que je ne dis pas pour exonérer Netanyahou, mais simplement pour dire qu'il y a un problème qui va au-delà de sa simple personne et de sa simple gouvernance. Mais alors, pour que ce diagnostic se fasse à l'échelle collective, au sein du leadership à la fois politique et sécuritaire d'Israël, est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on change de période ? C'est-à-dire que, quelque part, le patron, entre guillemets, du Hezbollah et du djihad islamique, on voit bien que tout de même, les menées terroristes dans le Moyen-Orient sont surtout initiées par l'Iran, et on se rend compte ça fait déjà 30 ans que ça dure, remarquez, mais qu'il y a une sorte de compte à rebours. On se demande comment on va éviter d'être confronté de manière directe au régime des mollahs. Et donc, est-ce que je vous posais la question tout à l'heure, concrètement, comment les choses vont se passer ? Est-ce qu'il n'y a pas un abcès qui devra être crevé en s'en prenant finalement à la tête de l'hydre je crois que cette comparaison avait été faite par Naftali Bennett en parlant de l'Iran, qu'il fallait s'attaquer à la tête de l'hydre terroriste de la région. Et c'est peut-être ça qui va provoquer peut-être une secousse et une prise de conscience, parce qu'on n'a pas l'impression, au sortir de ce dernier round, que le leadership israélien est en train de faire son examen de conscience. Il continue... à qui mieux, le Premier ministre a félicité il y a quelques jours, son Conseil des ministres en disant que c'est une opération très réussie, etc. Comment on va sortir de là ? Est-ce que c'est pas sous l'effet d'un électrochoc qu'on souhaite, qu'on veut et qu'on veut pas à la fois, d'une conflagration directe avec l'Iran ? Je ne sais pas ce qu'on peut attendre, ce que serait une conflagration directe avec l'Iran, mais de toute façon, on est déjà dans un affrontement avec l'Iran et on n'a pas de frontière commune, mais finalement, on a quand même une frontière commune puisque l'Iran est présent au sud Liban, en Syrie et par ses proxys aussi à Gaza. Donc finalement, l'affrontement est déjà là. Mais je crois c'est ce qu'on appelle la guerre entre les guerres.
C'est-à-dire, c'est une sorte de transition vers un conflit qui serait sur plusieurs fronts. Oui, mais sauf que tout ce genre d'analyse qui finalement agite la menace de l'épouvantail d'une guerre, d'une conflagration totale. Il y a eu aussi récemment l'interview de Moti Kedar, je crois, qui parlait aussi en termes très apocalyptiques. Je crois que finalement, ça nous fait perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire que finalement, on est déjà dans cette guerre et qu'on est déjà en train de la perdre. Donc, au lieu de nous faire croire que... Le grand jour va arriver. Voilà, c'est ça. On attend le grand jour et la grande bataille qu'on va gagner, mais alors qu'on est en train de perdre toutes sortes de petites batailles qui, finalement, en s'ajoutant les unes aux autres, représentent une immense défaite. Et je reviens à ce que j'ai dit, parce que je pense que le premier pas, le plus important, c'est de faire l'analyse de la situation et de la comprendre véritablement, et donc de comprendre que le fait que la moitié du territoire israélien soit sous le feu des missiles de l'ennemi, c'est une situation qui n'est pas tolérable. Et ça devrait être ça la priorité de n'importe quel gouvernement israélien, c'est de mettre fin à cette situation par tous les moyens possibles. Et les moyens, l'armée le sait, c'est parfaitement ce qu'il faut faire. Il faut réinvestir des axes stratégiques à Gaza, il faut mener des incursions terrestres pour détruire. Encore un point très important qu'on oublie toujours de dire. Pourquoi est-ce que Tsahal dispose de ce qu'il appelle une banque Matarot, une banque d'objectifs, et que ces objectifs ne sont bombardés que lorsque l'ennemi déclenche une attaque contre nous, ou lorsque nous déclenchons une attaque en riposte à des tirs de l'ennemi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que finalement Israël laisse continuellement l'ennemi se réarmer, non pas comme aujourd'hui on laisse aussi l'Égypte se réarmer dans le Sinaï. Bon, mais là au moins on a au moins l'excuse de dire peut-être qu'il n'y aura pas de guerre parce qu'on a un traité de paix. Mais avec le Hamas et le djihad, on a seulement une houdna dans le meilleur des cas, on a une trêve. On sait bien qu'il n'y a pas de paix. Donc on sait bien que ces armes vont être utilisées, on sait qu'elles le seront demain ou après-demain. Donc du point de vue du droit de la guerre classique, du point de vue de la stratégie militaire la plus, je dirais, la plus logique, c'est inacceptable de laisser ces dépôts d'armes se constituer. C'est un casus belli qui justifie une incursion terrestre, qui justifie la réoccupation de la bande de Gaza du point de vue du droit international. Le droit international est de notre côté. Je dirais, nous avons tous les bons arguments pour mettre fin à cette situation. Et le seul obstacle, eh bien, je dirais, c'est un obstacle effectivement qui est chez nous, qui est un obstacle psychologique, qui est un obstacle moral, psychologique, donc qui relève pas finalement, qui ne relève pas c'est pas un obstacle militaire. Hein. Israël a aucun problème militairement à reconquérir la bande de Gaza. L'obstacle, il est en nous. Merci sur cette analyse qui est évidemment non conventionnelle et pas politiquement correcte, mais fort pertinente. On est arrivé à la fin du temps qui nous est imparti. Je vous remercie, Pierre Lurçat, d'être venu à notre studio et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la prochaine émission dans 2 semaines.